enregistré. Euh, voilà. Et vous pourrez le retrouver sur YouTube après. Et merci à tous d'être aussi nombreux. Je vais laisser la parole à Bertie de l'association Women for Sea qui va vous présenter l'association, vous donner un petit peu de contexte sur ce webinaire. Ouais, merci à Marie-Amélie. Du coup, merci déjà à tous et à toutes d'être là ce soir. C'est notre première édition du webinaire, donc on est ravis de voir que vous êtes venus avec aussi nombreux et nombreuses. C'est vraiment super. J'ai pas tous vos visages, vos noms, etc. Je regarde pas le chat, mais voilà, j'ai hâte de regarder un peu plus en détail qui vous êtes. Pour resituer, moi je m'appelle Bertie Lefebvre, du coup je suis salariée de l'association Women for Sea et on a co-organisé ce projet avec Women for Sea et plusieurs bénévoles qui sont ici présentes. Et Louise Océane qui est notre community manager qui malheureusement a des soucis de connexion mais qui est avec nous discrètement par la pensée. Je voulais rapidement vous représenter l'association Women for Sea, qui est une asso qui est née à Marseille, qui a grandi depuis Marseille, qui existe depuis 10 ans et qui a été fondée pour rassembler des femmes qui sont engagées pour la mer, pour créer ensemble des projets pour la protection du milieu marin et pour rassembler toute cette communauté dans toute sa diversité de femmes qui a cette envie et ces capacités de protéger le milieu marin. Donc, on a divers projets que je vous invite à consulter sur nos différents réseaux sociaux, sur notre site internet. Si vous n'êtes pas encore adhérent ou adhérente, vous êtes évidemment les bienvenus pour rejoindre l'association. Et ce projet en particulier s'appelle Les Voix de l'Océan. C'est un tout nouveau projet qui est né cette année par cette volonté en fait de donner la parole aux femmes qui sont engagées pour le milieu marin, parce que dans le monde entier, il y a des milliards de femmes qui agissent pour la sauvegarde du milieu marin et qui sont encore trop peu entendues. Donc nous, on a décidé chez Women for Sea de mettre en valeur, pour commencer, deux femmes qu'on va vous présenter par la suite. L'objectif de ce projet, il est double. C'est à la fois sensibiliser au milieu marin, donc partager nos expertises sur ces sujets, et donner la voix, du coup, aux femmes de notre communauté. Donc Marie-Amélie, je te laisse prendre la main, du coup, pour présenter nos deux speakers de ce soir. Ouais, super, merci beaucoup Bertie. Un petit peu de contexte d'abord sur pourquoi les requins. Parce que pour ceux qui n'auraient pas compris, on va parler beaucoup de requins ce soir. Parce qu'ils occupent une place importante déjà dans notre imaginaire depuis très longtemps. Et c'est une place qui malheureusement n'a pas forcément été très positive. On a cette image du prédateur, du mangeur d'hommes. En plus, aujourd'hui, d'être de plus en plus vus comme les méchants de l'océan, certaines activités humaines provoquent une chute catastrophique de leur population, ce qui menace l'équilibre des écosystèmes marins. Mais on peut encore remédier à ce problème et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Comment appréhender cette situation, comment mieux la comprendre et comment agir. Et pour ce faire, aujourd'hui, on va avoir Marine Loisel de l'association Aileron et Anne-Sophie Moureau, à qui je vais donner la parole pour qu'elle se présente, parce qu'elles le font bien mieux que moi. Marine, je vais te laisser commencer. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci Bertie et Marie-Amélie. Et tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation à toute la team Women for Sea. Je suis très honorée de faire partie du premier webinaire. Et du coup, comme vous avez pu l'entendre, moi, c'est Marine. Je suis la vice-présidente de l'association Aileron, que je vais pouvoir vous présenter brièvement. Donc, Aileron, c'est une association qui a été créée en 2006 à la Fac des Sciences de Montpellier. Et ça fait donc bientôt 20 ans, ça remonte, qu'on œuvre pour la protection, la conservation et l'amélioration des connaissances sur les élasmobranches, c'est-à-dire les requins et les raies, puisqu'elles font partie de la même grande famille, en Méditerranée française. Donc ça va se faire à travers différents projets et avec des nombreux acteurs qui viennent de à peu près tous les milieux. On va avoir des photographes, des vidéastes, des plongeurs, des étudiants, des influenceurs, des ingénieurs, des gens qui n'ont rien à voir avec le milieu marin. Aileron, c'est juste un énorme groupe de passionnés qui ont juste une envie commune en fait de protéger ces espèces à travers des missions de terrain où on va plonger avec les diables de mer pour les marquer avec des balises, où on va faire du prélèvement ADN sur des requins peau bleue, où on va aller compter les raies en Corse. Enfin, voilà. C'est tout un tas de projets. Et je vais laisser la parole à Anne-Sophie du coup. Bonsoir à tous et pareil, hyper contente et ravie d'être parmi vous ce soir et merci à toute la team Women for Sea aussi. Du coup, donc moi c'est Anne-Sophie, donc ça fait 4 ans que je suis engagée dans la conservation marine
d'abord avec les récifs coralliens, avec une asso qui s'appelle Coral Guardian, et puis dans la conservation des requins, au travers de l'initiative citoyenne européenne qui s'appelle Stop Finning, Stop the Trade, et qui avait pour objectif de faire interdire le commerce d'élan de requins en Europe. Et ça m'a amené à travailler au Parlement européen, à la Commission, jusqu'en juillet cette année. Et c'est de là qu'est née Coexistence Crew en juillet 2023. Donc c'est tout nouveau. Pour continuer voilà, à sensibiliser sur la cause, amplifier le message et voilà, parce qu'on a besoin d'être de plus en plus nombreux à protéger les requins. Et du coup, il y a 3 piliers pour Coexistence Crew. C'est changer l'image des requins, passer de la peur à la fascination et au respect pour ces animaux, sensibiliser sur les menaces qui pèsent sur eux et notamment sur la menace du commerce d'ailerons pour le stopper une bonne fois pour toutes et dans lequel l'Europe a une énorme responsabilité et ça, on en parlera un peu plus tard. Et puis donner envie aux gens d'agir et donner les moyens pour les protéger. Et voilà, et donc parce que voilà, le message, c'est qu'ensemble, il n'y a qu'une seule solution, c'est de coexister et le nom est dans Coexistence Crew. Voilà. Génial. Merci Et je ne sais beaucoup. pas si vous voyez ou pas. Si vous me voyez, parce que je ne voyais pas le. Bon. Normalement, il te voit. Oui, oui, on vous voit. Ok, ok. Top. Super. Super, et ben merci beaucoup à toutes les deux. Et juste, du coup, pour vous présenter un peu comment la conférence va fonctionner, en fait, elle est structurée autour donc, des 3 piliers que Bertie a présentés, sur lesquels sont basées l'association Women for Sea, donc Feel, Learn et Act. Donc, on va avoir quelques questions sur chacune de ces parties-là. Et surtout, à la fin, on aura du temps pour une session de questions et réponses. Et pour faciliter un peu la tâche, comme vous êtes très nombreux, si vous pouvez envoyer vos questions dans le chat au fur et à mesure. Et comme ça, on pourra les poser à votre place à la fin de la conférence. Et du coup, pour commencer sur le pilier fil, donc comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, on a cette image du requin qui reste très négative, un peu d'un monstre, le monstre des mers. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette image qu'on s'est faite du requin, comment on en est arrivé là et finalement pourquoi cette image a fini par causer du tort en fait à cet animal. Et Anne-Sophie, je vais te donner la parole en premier pour cette question. Ah, je commence. Oui. Alors, bon, déjà, je pense que quand on pense requin, on a tous les dents de la mer en tête. Mais en fait, ça remonte à bien plus longtemps. Parce que même à l'époque de l'Antiquité, on parlait déjà de monstres marins. Même Jules Verne, dans 20 milieux sous les mers, il parlait de ces formidables squales qui broient un homme tout entier dans leur mâchoire de fer. Donc déjà, ça pose les bases. Et puis ensuite, même, voilà, Cousteau dans Le Monde du Silence, où on voit tuer un requin en disant que l'ennemi, c'est l'ennemi des marins. Qu'en fait, ça remonte il y a très, très, très longtemps. Et évidemment, Les Dents de la Mer, plus récemment, ça a contribué à ancrer dans l'imaginaire collectif, dans l'inconscient collectif, que le requin, c'est un mangeur d'hommes. Et après, évidemment, donc, on a tous les films qui sortent. Et même là, moi, je me suis amusée, enfin, j'étais même pas au courant, mais sur Netflix, je ne vais pas en faire la pub de ce film, mais il y en a un qui va peindre le requin comme un monstre. Ça se passe à Paris, c'est dans la Seine, et donc du coup, ça contribue à encore voilà, amplifier cette image de mangeur d'homme. Et évidemment, ce qui est aussi un très très gros facteur, c'est les médias. Évidemment, c'est les médias qui sans cesse, on va dire, dès qu'il y a une attaque ou un accident, ça va être amplifié, puis ça va être diffusé largement, et ce qui fait que ça va contribuer à ancrer encore plus cette phobie dans l'imaginaire. Et même là, justement, aussi, d'ailleurs, en préparant le webinaire, moi, hier, je me suis amusée à taper dans Google les barres de recherche qui se passaient quand on tape requin. Et en fait, on voit que les termes employés sont extrêmement négatifs dans la plupart du temps. On voit des termes comme une mer infestée de requins, alors que non, la mer n'est pas infestée de requins, les requins vivent dans l'océan, ou bien des termes type un requin qui rôde, requin en eau trouble, alors qu'on parlait à ce moment-là d'un requin pèlerin qui est totalement inoffensif pour l'homme.
enfin, il y a beaucoup de termes très négatifs qui fait que finalement, sans cesse, on associe un peu, enfin, les médias associent le requin à la peur, à la panique. Et donc, finalement, c'est ça qui fait que on continue et que ça n'aide pas du tout. Ça n'aide pas du tout la cause. Et c'est pour ça que c'est encore plus difficile d'aider à protéger les requins et de changer cette image. Alors que les médias ont un rôle hyper important. Mais ça commence à changer quand même. Et je ne sais pas si tu veux rebondir, Marine. Ouais, moi je suis totalement d'accord avec ça. Et il y a aussi un facteur que j'aimerais bien rajouter, et c'est ce dont on se rend vraiment compte sur tous les échanges qu'on peut avoir à Aileron, c'est notamment le fait de ne pas connaître l'animal. En fait, il y a une citation de Maupassant que je trouve super appropriée là-dessus, c'est on a vraiment peur que de ce dont on ne comprend pas. Et pour le cas, c'est réel parce que les gens, ils connaissent pas forcément le requin lui-même. On voit ça comme une bête sauvage, comme tu l'as dit, qui rôde dans les eaux infestées, qui est en fait son habitat naturel. Donc finalement, on a des idées voilà, assez cadrées là-dessus, très clichés, mais au final, on ne comprend pas vraiment ce que c'est cet animal, la diversité d'espèces qu'il y a, et ça ne pousse pas forcément à vouloir protéger un animal dont on ne connaît pas, on en a peur, donc qui a envie de protéger un animal qui peut potentiellement nous manger dès qu'on met un orteil dans l'eau, quoi, finalement. Ouais. Donc, Et je pense que, d'ailleurs, ouais. cette peur, je ne savais même pas jusqu'à il y a 2 ans, mais ça s'appelle la squalophobie. Ouais, ça s'appelle la squalophobie et c'est d'ailleurs la plupart des personnes qui n'ont jamais même vu de requin de leur vie. Et même d'ailleurs, hier, j'en parlais encore avec un local parce que je suis en Dominicanie actuellement, qui a peur des requins et qui tout de suite pense requin dans de la mer et qui pense que c'est un Oui. animal qui est mauvais parce qu'il ne le connaît pas en fait. Donc il y a tout un travail d'éducation à faire partout, à tous les niveaux. Donc ouais. Après, c'est hyper aussi important de ramener les choses sur du factuel. Parce que si on regarde en termes d'accidents, le requin, c'est rien comparé à d'autres animaux, en fait. Le requin, c'est moins de 10 décès, une dizaine de décès par an, donc c'est toujours tragique. Mais comparé à d'autres animaux, même les noix de coco, ça tue 150 personnes par an. Les moustiques, je crois que les moustiques, c'est de l'ordre du Ouais, million par rapport aux ouais, requins, c'est ouais. rien, et pourtant, on n'en Sans a même... pas peur. ouais. Non, non, mais carrément. Et même hippopotame, tu vois, les hippopotames, c'est 500. Donc, c'est vraiment, il faut essayer de sortir un peu de tout ça et de revenir dans des choses un peu plus rationnelles. Mais, bon. Super. Eh ben, merci beaucoup. Pas mal de petites choses, je pense, sur lesquelles on reviendra, notamment le rôle des médias qui est très intéressant quand on parle de ce genre de problématiques et de sujets. Ouais, et si je Euh, rajoute juste une ouais, dernière chose, Marie-Amélie, c'est que au final, c'est sûr que les médias, on entend beaucoup plus parler des interactions négatives, mais par contre, ce qu'on mentionne pas et ce qui se passe tous les jours, c'est qu'il y a des millions de personnes qui sont dans l'eau et qu'il y a des millions d'interactions positives tous les jours, en fait, sans même que les gens ne se rendent compte. Le requin, il peut passer et voilà, tu es dans l'eau et tu te rends même pas compte qu'il est passé à côté de toi. Et ça arrive. Ça arrive parce qu'il y a des vidéos sur Internet, on en voit sur les réseaux sociaux et c'est hyper intéressant de voir une vue de drone. Tu vas voir que le requin se balade autour de surfeurs, de mm, baigneurs, et finalement, il ne s'en rend même pas compte. Et non, il vit sa vie, et voilà. Donc, c'est ça qui est hyper aussi important à mettre en avant. Toutes ces interactions positives qui se passent tous les jours. complètement. Et c'est une très bonne transition qu'on va poser une question. Et comment est-ce que vous avez changé justement votre regard sur le requin à titre individuel? Est-ce que il y a eu une rencontre ou un moment clé qui a un peu bouleversé peut-être une perception négative que vous aviez justement auparavant? Et Alors, voilà, je te laisse lancer, Marie. personnellement, j'ai jamais vraiment eu la peur du requin, comme on l'entend, la squalophobie. Mais pour moi, ça restait un animal sauvage, comme un tigre ou un ours, qu'on va pas aller caresser dans son habitat naturel, puisque ça reste quand même un animal. Mais en me renseignant sur tout ce qui va être leur physiologie, leur mode de fonctionnement, les différentes espèces, où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, tout ce que j'ai pu apprendre à Aileron, ça a juste fait évoluer ma perception de l'animal et ça a créé une fascination assez importante, notamment sur le mode de fonctionnement, les sens du requin. C'est
le requin, c'est un animal, ça paraît ultra évolué sur certains points par rapport à nous, ça capte des choses qu'on capte même pas. Et ça, je trouve que c'est juste quelque chose de super fascinant. Et bon, alors, j'ai pas eu la chance de me retrouver avec beaucoup de requins, mais quand j'en ai vu un dans son état naturel, bon, c'était un requin plat qui était sur un fond sableux, qui faisait 20 cm, c'était un juvénile, ça ressemblait plus à une sole qu'à autre chose. Mais le fait de voir ce requin comme ça dans son habitat, en sachant que c'était un ange de mer, donc c'est une des espèces les plus menacées en Méditerranée, c'était juste, la sensation était juste incroyable de se dire que, ok, il est là, il s'en fiche de nous et il est juste posé. Et enfin, voir un requin, déjà, ça paraissait incroyable et ça a fait que attiser ma curiosité sur en voir d'autres, d'avoir la chance d'en voir d'autres dans d'autres milieux, quoi, et des plus fat. Et du coup, de mon côté, au contraire, moi, j'avais un mélange de peur et de fascination à cause des dents de la mer. Carrément, moi, les dents de la mer, ça m'a... Et du coup, même le fait d'aller dans la mer, j'avais... Oh, tu vois, tu penses un peu tout. Tu te dis, ah, qu'est-ce qui peut arriver par-dessous? Et en fait... c'est en 2019 où j'ai été amenée à prendre un an de pause à l'étranger après l'événement assez très difficile de ma vie. Et du coup, j'ai découvert la plongée et les requins. Et en fait, là, ça a été un déclic parce que la première fois que j'ai vu 3-4 requins autour de moi, bon, c'était des requins de récif, mais en fait, ça a tout changé parce que, comme tu dis, Marine, ils sont là, ils nagent en totale indifférence. Et en fait, ça fait complètement changer la perception, le rapport. Et tu te dis, mais en fait, tout ce qu'on a grandi avec les dents de la mer, mais c'était totalement faux. Et là, c'est là où ça a fait un vrai déclic. Et après, où j'ai continué, voilà, j'ai eu la chance de continuer à plonger avec eux et d'apprendre à les comprendre aussi par d'autres moyens, m'informer, parce que comme tu l'as dit, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et donc, du coup, ça change tout en fait. Et c'est surtout après le fait d'apprendre à quel point c'est l'animal le plus haï et incompris en fait, et le plus massacré aussi. Et moi, c'est quand après j'ai découvert à quel point il était massacré, et notamment par l'Europe, où là, ça a tout changé et où ça m'a donné envie de tout faire pour le protéger, parce qu'il le mérite. Et justement, tu parles d'apprentissage, Anne-Sophie, donc c'est le pont vers notre prochaine étape qui porte sur le learn, apprendre à connaître ces animaux, apprendre à connaître comment les préserver. Et donc, vous allez entrer un peu plus en détail là-dessus, mais aujourd'hui, donc, le requin est un animal qui est menacé. Beaucoup d'espèces de requins sont menacées de disparition ou au moins en fort déclin. Mais finalement, pourquoi est-ce que c'est grave? En fait, quelle est l'importance du requin d'un point de vue écosystémique dans l'océan? Quel est, par exemple, un peu le lien finalement entre l'humain et le requin et pourquoi on en dépend par moment? Anne-Sophie, je vais te laisser la parole. Marine, tu voulais, vas-y, si tu veux, je peux compléter. Ah oui, ouais. Bah, le requin, déjà, c'est un animal super important parce que globalement, il est considéré comme un super prédateur. C'est-à-dire qu'en gros, sous l'eau, à part les orques qui s'amusent à le tuer pour le plaisir, il n'y a pas vraiment de prédateurs. Qu'on s'entend, c'est sur par exemple le requin blanc ou des grosses bêtes comme ça. Mais voilà, il est en haut de la chaîne alimentaire. Et le problème, c'est que les réseaux trophiques, c'est-à-dire le réseau de qui mange qui, ils sont faits de telle manière qu'un déséquilibre à un seul des niveaux peut perturber toute la chaîne alimentaire et tout l'écosystème en général. Si on va supprimer un requin, le niveau trophique inférieur, donc on va considérer que ça va être des poissons par exemple, ils vont se multiplier, vu qu'ils n'auront plus de prédateurs, et ils vont prédater le niveau du bas, qui lui va s'épuiser. Et là, ben, réaction en chaîne, en fait, ça va avoir des répercussions terribles sur toute la vie marine, puisqu'on a une espèce qui va se surdévelopper et au final ne plus avoir de ressources, donc mourir. Et c'est vraiment une grosse réaction en chaîne, il y a tout qui est perturbé, quoi. Et Sophie, si tu veux compléter. Ouais, bah non, tu as bien expliqué, hein. Il joue un rôle de régulateur des écosystèmes marins. Et du coup, il y a même des études qui montrent le vrai lien entre, par exemple, population de requins en bonne santé et écosystème corallien sain.
parce que du coup, ils protègent un peu tous ces écosystèmes de par la régulation des prédateurs intermédiaires. Et donc, du coup, il y a tout un effet de cascade, comme tu l'as dit. Et donc, c'est pour ça que c'est une espèce clé de voûte, en fait, qui permet de maintenir l'équilibre de tout le réseau trophique, donc de l'ensemble des chaînes alimentaires de l'écosystème. Et donc, leur disparition, c'est un peu une bombe écologique à retardement. Et donc, ça, c'est hyper important de le comprendre. Et voilà. Je ne sais pas si vous avez justement peut-être des chiffres clés en fait à présenter, un peu des ordres de grandeur pour qu'on se rende compte quand on parle de disparition des requins. Ah oui, bah oui, Est-ce que vous avez des chiffres qui illustrent ça? Bah, typiquement, on voit à quel point ce qui se passe est alarmant, c'est que typiquement le requin, il existe depuis plus de 450 millions d'années. Il est plus vieux que le premier arbre sur Terre, ou plus vieux que les dinosaures. Et ça, c'est une espèce qui est incroyable. Et du coup, paradoxalement, ce qui est hyper grave, c'est que malgré soit-elle si ancien, et ben on a perdu en moins de 50 ans 70 à 90% des populations de requins dans le monde. Donc en fait, c'est un chiffre qui est alarmant, il est décimé à un rythme qui est pas tenable en fait. D'autant plus que c'est un prédateur donc qui se reproduit lentement, il fait peu de petits, donc en fait, il est pêché à un rythme beaucoup plus rapide, il n'a pas le temps de se reproduire. Donc en fait, c'est ça qui est pas soutenable et qui est pas durable. Donc c'est hyper important d'agir pour protéger ces espèces. Et Marine, je ne sais pas si tu avais des chiffres que tu voulais partager peut-être. Moi, j'ai des chiffres, mais c'est plus centré sur la Méditerranée. J'ai prévu d'en parler juste après. Je ne sais pas si tu veux. Eh ben, très bien, on le garde pour Si, après. après, pour donner une vision aussi globale, il y a plus de 50% des espèces de requins qui sont aujourd'hui classées comme menacées ou quasi menacées d'extinction dans le monde. Donc, c'est alarmant comme situation. Et justement, Marine, une question plus pour toi. On ne réalise pas forcément qu'il y a des requins en France, et pourtant il y en a. Et du coup, lesquels? Où et quel est le déclin de ces populations? Je pense que tu vas pouvoir nous parler de ton fameux chiffre. Et oui, bon, ça fait partie de nos actions à Elron, c'est améliorer la connaissance et faire connaître aux gens le fait qu'il y a des requins en Méditerranée, et pas qu'un peu, puisqu'on est sur 40 espèces de requins en Méditerranée réparties sur nos côtes, sur à peu près plus de 500, 530 dans le monde. Donc c'est quand même, la Méditerranée est quand même considérée comme un hotspot de biodiversité. Et donc sur nos côtes, on va pouvoir par exemple retrouver le requin peau bleue ou le requin mako. Sur les fonds sableux, on va avoir de la roussette, de l'ange de mer, quand on en trouve. Et puis parfois, on a des espèces qui sont seulement de passage en Méditerranée, qu'on n'est pas habitué à voir. C'est par exemple le cas du requin-baleine qui avait été observé l'année dernière. Et notre gros problème en Méditerranée, et contrairement à l'Atlantique, bah, c'est qu'il n'y a aucun quota de pêche en Méditerranée française. C'est-à-dire que si certaines espèces bénéficient en partie d'une interdiction de pêche en France en étant inscrites dans ce qu'on appelle des conventions internationales, en réalité, on n'a aucun requin, ni raie, ni chimère, donc ils font tous partie du même groupe, qui est inscrite en tant qu'espèce protégée en France métropolitaine. On a aussi des chiffres qui ont été dévoilés par l'Union internationale pour la conservation de la nature, donc on est plus avec le nom de UICN, qui a sorti un rapport qui précisait qu'en fait la nouvelle évaluation régionale de statut de conservation des poissons cartilagineux, donc on s'entend les requins et les raies, en mer Méditerranée, elle a dévoilé qu'après 10 ans, la situation des requins et des raies, elle avait nettement empiré malgré la sonnette d'alarme qui avait été tirée par les comités d'experts internationaux. Et depuis, et ça c'est un gros problème, on n'a pas eu de nouvelle évaluation de statut de conservation. Et pourtant, on est sur à peu près 56% des espèces sur 73 espèces en Méditerranée. On en a 56% qui sont définies comme au moins vulnérables, voire en danger critique d'extinction, c'est-à-dire proches de la fin, en fait, qui sont en train de s'éteindre totalement, quoi. Et justement, tu as un petit peu abordé le sujet, mais la cause des déclins de ces animaux, est-ce que peut-être Anne-Sophie, tu peux nous en dire un peu plus et sur les causes et justement peut-être comment est-ce que toi tu agis pour lutter contre les actions qui ont lieu, qui menacent les requins? Ouais, et aussi juste pour compléter sur les requins en France, on a parlé de la Méditerranée, mais il ne faut pas oublier qu'il y en a aussi en Bretagne. Aussi, donc en Bretagne et dans d'autres endroits, mais du coup, on peut retrouver du peau bleu, du requin taupe, même du requin renard si on descend un peu plus. Donc en fait, en France,
c'est hyper cool de se dire qu'on a des requins. Il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout. Même les Bretons pourraient avoir la chance d'en apercevoir. Bah, cet été, en août, j'ai vu du pot bleu. Donc, on a une chance énorme. Et donc, ouais, c'est beau. Et du coup, ouais, sur les menaces, bah, évidemment, il y a énormément de menaces qui pèsent sur les requins. Pêche accidentelle, bon, après, tu t'en parleras aussi très bien, Marine. Moi, après, mon sujet, ça va plus être une des très, très grosses menaces, c'est le commerce d'ailerons de requins. C'est l'une des principales menaces à échelle mondiale. Au-delà, voilà, on a de la pêche sportive aussi, il y a des tournois de pêche sportive, il y a de la dégradation naturelle, la dégradation des habitats naturels, le tourisme de masse, enfin, il y a énormément de menaces, mais vraiment une des menaces, c'est le commerce d'ailerons, parce que finalement, l'aileron a une énorme valeur marchande. Les requins sont pêchés pour leurs ailerons, qui sont ensuite consommés sous forme de soupe en Asie. Faut savoir que ça n'a aucun goût, c'est pas bon, ça n'a aucune valeur nutritive, c'est plutôt un mets, on va dire, luxueux. Et avec le développement des classes moyennes, la demande aussi a augmenté. Mais du coup, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette soupe peut être vendue jusqu'à 150 € en moyenne, le bol. Donc, en fait, c'est énorme. Et le fait de se dire qu'on tue un animal pour une petite partie de son corps, c'est assez choquant. C'est d'ailleurs même comparable, on peut comparer à un peu le commerce de l'ivoire pour les éléphants. Nous, on faisait beaucoup ce comparatif-là quand on travaillait avec les députés européens pour justement avoir un maximum d'alliés sur le sujet et faire avancer et faire interdire ce commerce d'ailerons. Mais du coup, là, vous posez peut-être la question en quoi ça nous concerne chez nous. Mais il faut savoir que l'Union européenne fournit jusqu'à 45% des ailerons de requins importés par les principaux marchés asiatiques, que sont Hong Kong, Singapour, Taïwan. Et ça, il y a très peu, maintenant, on commence un peu plus à être au courant parce que ça fait 3 ans maintenant qu'on travaille avec l'initiative citoyenne européenne Stop Finning, Stop the Trade. Mais on pense que ça se passe à l'autre bout du monde et non, les flottes européennes, notamment espagnoles, portugaises et françaises, pêchent donc dans le monde entier. On ne parle pas de juste des territoires européens, non, elles pêchent dans le monde entier, dans les mers, dans les océans du monde entier, même jusqu'en Polynésie, Asie, Pacifique, etc. Et donc, du coup, ensuite, on débarque les corps des requins, coupe les ailerons et exporte les ailerons en Asie. Donc ça, c'est assez dramatique. Donc on travaille dessus pour que tout le monde en prenne conscience et on a très bien avancé parce que la Commission européenne a notamment reconnu qu'il y avait un problème et travaille sur le sujet. Après, il y a le sujet, du coup, pour donner un peu plus de contexte aussi sur comment c'est possible, c'est qu'il y a la pratique, ce qu'on appelle du finning. Le finning, c'est, peut-être que vous en avez entendu parler, c'est la pratique très cruelle qui consiste à pêcher le requin, lui couper les ailerons alors qu'il est encore en vie et rejeter le corps en mer. Donc ça, heureusement, c'est interdit dans l'Union européenne. Par contre, le commerce du coup des ailerons détachés, lui, est bien légal. Et donc c'est là où justement on voit qu'il y a une vraie, il y a des failles en fait dans les réglementations actuelles à beaucoup de niveaux. Et donc celle-ci en est une grosse. C'est pour ça que nous, il y a un vrai enjeu à faire interdire du coup ce commerce d'ailerons détachés, puisque la demande d'aileron, c'est ça qui fait en fait que les requins sont pêchés, la valeur de l'aileron. Donc voilà, donc c'est vraiment ça ce qui est essentiel pour que l'Union européenne, qui est actuellement premier exportateur d'ailerons de requins vers l'Asie, avec une part qui augmente d'année en année, en fait que ça cesse. Et donc ça c'est hyper important, d'autant plus qu'avec cette réglementation, le fait de devoir ramener les corps des requins entiers au port, et ça a contribué au développement du marché de la viande de requins. Et ça, c'est un véritable problème parce que ce qui fait qu'on retrouve du requin, t'en parlera d'ailleurs peut-être Marie, mais du requin, de la viande de requin dans les cantines pour les enfants, on retrouve au restaurant, etc. Et puis, donc la viande est peut-être consommée en Europe, mais aussi majoritairement exportée en Amérique latine notamment. Donc ça, il y a un très gros travail à faire là-dessus.
Mais ça avance bien, mais on pourra en reparler après. Je laisse Marine compléter sur d'autres sujets. Oui, oui, totalement. La pêche, c'est vrai que en fait, c'est le principal cause du déclin, notamment par le finning, comme tu nous l'as super bien expliqué, mais juste pour, en Méditerranée notamment, le requin en lui-même, parce que ça date pas d'hier en plus, ça fait depuis les années 80 on a constaté en fait un épuisement des poissons et en fait, des stocks conventionnels, on va dire, et qu'on s'est mis à pêcher plus profond, plus dans le sable, et notamment du requin. Et donc, le problème, c'est que dans ce contexte-là, la France, ça figure au rang des grands pays pêcheurs de requins et de raies, dont la chair blanche est sans arrêt, elle est désormais couramment trouvée sur des étals et en restauration collective. Donc, ça va être dans des restaurants, dans des cantines. Et c'est notamment pour ça que, actuellement, avec Aileron, on a lancé une pétition qui permet d'interdire, en fait, de servir du requin à nos enfants dans les cantines, puisqu'on a eu extrêmement beaucoup de témoignages, énormément de témoignages là-dessus. On a aussi la pêche accidentelle, c'est-à-dire qu'on ne veut pas pêcher le requin, mais ça se retrouve quand même en prise accessoire. Et les prises accessoires, c'est pas que sur les requins, c'est 27 millions de tonnes sur les 95 millions de tonnes pêchées. Et parmi ces prises accessoires, on a des juvéniles, on a des femelles gestantes, et tout ça, ça empêche les populations d'évoluer, de persister. Donc les juvéniles ne peuvent pas devenir adultes, les gestantes ne mettent pas, donc on n'a pas une population qui se renouvelle. Et on se retrouve avec très peu de poissons, enfin de requins. Et on a aussi un problème avec du mauvais étiquetage. Parce que vu que ça se retrouve en poissonnerie, les gens ils vont acheter du requin sans savoir forcément qu'ils achètent du requin. C'est très courant, que ce soit en poissonnerie, en supermarché, dans des restaurants. On a des poissons qui sont vendus sous le nom de saumonette. C'est pas du tout des petits saumons, en fait, c'est de la roussette. C'est une espèce qui est sur les fonds sableux et il y en a, elle est classée comme vulnérable d'ailleurs. Ou on a aussi du veau de mer qui est en fait du requin top. Je ne sais pas ce qu'on peut s'imaginer avec le veau de mer, mais voilà, à savoir que c'est du requin. Et on a aussi un autre problème d'utilisation dans le requin en lui-même, on va dire, c'est le squalène. Donc le squalène, c'est une molécule qui se retrouve dans le foie du requin. Elle a un homonyme végétal, c'est-à-dire qu'on peut retrouver aussi cette molécule dans de l'huile de riz, il me semble bien. Et cette molécule, elle est utilisée dans la fabrication notamment de cosmétiques. Le problème, c'est que si on ne sait pas que ça s'appelle du squalène, au même titre qu'on ne sait pas que de la saumonette, c'est du requin, eh bien, on va pouvoir en consommer sans se poser vraiment de questions. Et pourtant, en fait, le squalène, c'est juste, s'il n'est pas qualifié de végétal, c'est tiré du foie de requin. Ça permet d'être utilisé dans les cosmétiques. Et c'est pour ça qu'on a un des projets, d'ailleurs, à Aileron, qui s'inscrit dans le projet Agir à son échelle, où on est en train de créer un label qui permettra aux consommateurs en fait, d'y se référer pour pouvoir voir si le produit qu'ils souhaitent consommer contient du squalène ou non. Ça permet vraiment d'agir pour justement éviter et limiter le déclin de ces espèces, quoi. Maintenant qu'on a... Anne-Sophie, peut-être tu veux rebondir. Oui, j'allais rebondir aussi sur les prises accessoires. C'est un vrai souci parce que on se rend compte aussi même typiquement avec les flottes espagnoles. Nous, on a pas mal creusé le sujet cette année et du coup, on se rend compte que typiquement à Vigo, donc c'est un port en Espagne, c'est le plus gros port pour le commerce de requins en Europe. On a vu là typiquement cet été, il y a des équipes qui étaient sur place et qui ramenaient. Donc il y a des bateaux qui ont des licences pour du thon, des spadons et des requins, et il y a des bateaux qui ont des licences pour d'autres espèces que le requin, qui ramènent plus de requins que de l'espèce réellement ciblée. Donc en fait, à ce stade, c'est même plus de la prise accessoire. Donc c'est très très c'est très très grave ce qui se passe. Et en plus, les requins qui étaient ramenés, c'était des juvéniles. Donc en fait, ils n'ont pas le temps de se reproduire, ils sont pêchés de plus en plus petits. Et donc c'est vraiment, il y a un vrai enjeu à accélérer les choses pour changer tout ça. Donc Et bien justement, après avoir identifié tout ce qui ne va pas, place à l'action. Donc on l'aura bien compris, je pense, il y a beaucoup de menaces et de différents enjeux liés aux requins. Et donc aujourd'hui, comment est-ce qu'un citoyen ou une citoyenne peut agir pour les protéger, autant d'un point de vue de la consommation que de la sensibilisation et de l'engagement citoyen et ou politique. Et peut-être que Anne-Sophie, tu veux commencer à répondre.
Pas moyen. Euh, déjà c'est s'informer et comme tu l'as dit Marine, c'est s'informer sur les produits qu'on consomme, regarder d'un point de vue cosmétique, etc. Qu'est-ce que contient les produits. Après aussi, voilà, si vous voyez des requins dans des restos, des étals, etc., informer, enfin dénoncer en fait, parce que on voit que ça marche aussi de mettre la pression sur les réseaux sociaux. Et notamment sur les réseaux sociaux, on voit que on peut s'engager réellement et aider les associations, les personnes qui œuvrent. Et nous, on l'a vu vraiment avec l'initiative citoyenne qui était soutenue par des centaines d'associations. On a fait beaucoup d'actions en ligne et aussi cette année pour pouvoir mettre la pression sur les représentants au Parlement et à la Commission. Et en fait, on voit que ça marche. Et c'est ça qui est hyper beau, parce que ce qui donne de l'espoir aussi, en fait, de dire qu'ensemble, on est une force, on peut agir aussi bien sur le terrain ou bien à distance. Et il y a un vrai besoin de développer des actions en ligne qui fonctionnent. Ça peut être, on l'a fait même avec Aileron, ça va être taguer des personnes sous les posts pour vraiment montrer qu'il y a une pression et que le public, finalement, est là et veut que les choses changent. Et c'est beau de voir que là, on n'en serait pas là où on en est typiquement pour le commerce d'Américains si pendant 3 ans, il n'y avait pas eu 1,2 million de citoyens qui ont signé cette pétition, s'il n'y avait pas eu toutes les assos qui ont travaillé ensemble. Et surtout, ça avait été soutenu, comme tu l'as dit, quand on est tous ensemble, à la fois photographes, artistes, sportifs, influenceurs, quand tout le monde est engagé, on voit que les choses bougent, on fait bouger les lignes et c'est ça qui donne beaucoup d'espoir et qui marche. Et c'est pour ça que là, d'ailleurs, en juillet, la Commission européenne a reconnu du coup le vrai problème, la responsabilité de l'Union européenne dans le commerce des landes de requins et va lancer là, dans les prochains jours ou semaines, une étude d'impact. Et ça ne serait pas arrivé si des milliers de personnes, millions de personnes ne s'étaient pas engagées en ligne ou sur le terrain. Et c'est ça qui est hyper beau, encourageant. Et après, il y a autre chose aussi, moi, que j'aime bien dire, c'est que si vous voulez vous engager pour une cause, donc notamment des requins, mais ça peut être aussi pour l'océan d'une manière générale ou quoi, c'est juste la manière qui vous parle le plus en fait. Qu'est-ce que vous faites selon vos compétences? Est-ce que c'est communication, design, graphisme? Est-ce que c'est plutôt scientifique ou même politique? Enfin, juste le champ de compétences qui vous parle le plus et ensuite vous pouvez l'appliquer à la cause et c'est comme ça que ensemble, on va plus loin et peut faire de belles choses. Et ouais, du coup, c'est un peu ça. Je vais laisse rebondir si je pense à d'autres choses, j'ajouterai. Oui, je suis tout à fait d'accord. Tout ce qui va être déjà les médias sociaux, ça prend une part énorme. Et même si on n'a pas forcément envie de s'engager vraiment sur le terrain directement dans des associations comme les nôtres, juste faire un petit geste sur les réseaux sociaux, un tag, une signature sur une pétition ou sur les votes, comme ça a été le cas pour Stop Finning avec le million, un like, n'importe quoi, un partage, nous, ça nous permet, en étant sur le terrain directement, d'avoir le soutien, d'avoir le poids, parce que à ce jour, les médias sociaux, c'est tellement important que en fait, ça améliore la crédibilité, on va dire. On peut montrer qu'on a des gens qui nous soutiennent grâce aux médias sociaux, on a une communauté, on a des gens qui sont là et qui suivent les actions et qui attendent quelque chose en retour. Donc, on n'a pas forcément besoin d'aller sur le terrain, juste un soutien par les médias, c'est déjà énorme si on ne veut pas s'engager directement. Et il y a aussi un aspect qui est super important pour moi, c'est comme tu l'as dit, s'informer et informer les plus petits dès leur plus jeune âge. Et c'est ce qu'on fait avec la pédago, où on va aller dans des écoles, des collèges, des lycées pour expliquer dès le plus jeune âge aux enfants en fait, que les requins, ce n'est pas les gros mangeurs d'hommes dont on pourrait avoir peur. C'est juste des bêtes sauvages, certes, mais à respecter et qui sont vraiment en danger et pour lesquels on ne va pas les massacrer, quoi, en fait. C'est expliquer dès le plus jeune âge qu'ils puissent en parler autour d'eux et puis surtout, ça passe aussi, pardon, par le lien avec les parents. On a eu pas mal je sais plus mon mot, mais de témoignages de parents qui nous disaient voilà, j'étais pas au courant de l'association, je connaissais pas, je savais pas qu'on pouvait agir, mon enfant vous a vu quelque part, il m'en a parlé et ça c'est pour nous c'est déjà énorme de pouvoir
informer tous les publics, en fait. Et si, autre chose, du coup, je rebondis dans la suite. Un autre aspect hyper important et moi qui m'a vraiment fait un déclic cette année en travaillant là au Parlement, c'est qu'en fait, il y a les élections européennes 2024 qui arrivent et qui vont permettre à nous d'élire les députés européens. Et en fait, moi, avant cette année, je me disais, oh, mais c'est loin. En quoi ça nous concerne, les élections européennes? Qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, si, justement, parce que les députés européens sont ceux qui votent ensuite les lois proposées par la Commission. Et nous, ça nous concerne directement, notamment avec l'initiative Stop Finning, Stop the Trade, parce que du coup, la Commission peut proposer une réglementation qui sera ensuite votée par le Parlement européen. Donc, en fait, nous, on a beaucoup de freins au sein du Parlement parce qu'il y a des gens qui veulent volontairement saboter les lois, hein, clairement. Un temps soit peu pour protéger la planète, ça peut être saboté. Donc, du coup, c'est hyper important, là, en 2024, de voter pour des personnes, des députés européens qui sont sensibles à l'environnement, sensibles à améliorer, à protéger les espèces, la biodiversité. Et ça, c'est hyper important. Donc, en 2024, voter. Et les petits, Marine, tu l'as dit, c'est hyper important. Moi, ma nièce, typiquement, elle a 10 ans et je lui parle des requins, maintenant, elle les adore. Donc ouais, ça marche, en fait, tu vois, quand tu communiques de la bonne manière aux enfants, c'est eux qui font le relais. Donc, les interventions scolaires que plein d'assauts font, bah, c'est super important. Donc, ouais. Et j'ai pas Génial. pardon, je ne sais pas si on a encore le temps. Si, si, vas-y. Sur faire attention, j'en ai parlé tout à l'heure, mais ce qu'on consomme en poissonnerie, parce que déjà, on va pas consommer pour notre bien-être, parce que le requin, ça contient, notamment la roussette, ça contient un taux de mercure assez important. On l'a vu avec des études qui ont été menées par l'IFREMER il y a quelques années. Mais ensuite, quand on a un minimum de bon sens, bien que ces espèces ne soient pas interdites à la consommation, on ne consomme pas et on ne vend pas des espèces qui sont en danger critique d'extinction. Donc ça, c'est déjà énorme. Et puis, on peut checker aussi sur le site Aileron pour voir le squalen et ne pas en consommer. Yes, super. Et ben une petite dernière question avant de passer aux questions du public. J'ai l'impression d'avoir vu passer pas mal. Est-ce que vous avez une recommandation de ressources, donc un livre ou un film ou un podcast pour aller plus loin justement dans notre apprentissage de ce sujet? Je ne sais pas si tu veux démarrer, Anne-Sophie. Si, alors attends. Alors, podcast, il y avait un très bon podcast qui s'appelle Mécanique du vivant de Marc Mortellement, qui est vraiment bien. Il y a plusieurs épisodes dédiés aux requins qui sont très bien. Film, il y a Sharkwater. Sharkwater, je pourrais mettre le lien d'ailleurs, il est disponible en ligne sur Vimeo pour vraiment comprendre ce qui se passe. Et ça peut être très intéressant. Et après, il y a des séries. Moi, j'aimais bien des séries YouTube de copains. Lord of the Ocean, pour aller à la rencontre de différentes espèces de requins, les requins les plus dangereux. Donc ça, c'est très cool. Pareil, c'est sur YouTube. On pourra peut-être après mettre les liens. Je ne sais pas si tu pourras faire ça. Et aussi The Blue Quest, à la fois là en Basse-Californie, où aller à la rencontre de différentes personnes, organisations qui œuvrent pour la protection marine. Moi, j'aime beaucoup ces petites versions un peu documentaires et aussi drôles. Et si un compte Instagram que moi j'aime beaucoup sur Insta et qui justement je parlais tout à l'heure de la vision drone quand on voit les requins qui se baladent au milieu des baigneurs, c'est une très bonne visuel, c'est de Malibu Artist. Donc si vous voulez noter. Et puis bien sûr, après là, je vais faire un peu de l'autopromotion, mais bientôt le court-métrage Coexistence qui qui sortira sûrement en janvier pour changer, vous aider à changer la perception que vous avez du requin et comprendre un peu plus le commerce d'aileron, les enjeux, et puis avec une équipe d'influenceurs et activistes engagés. Donc voilà, ce sera un petit court-métrage d'une dizaine de minutes davantage sur ce sujet. Moi, je vais rebondir Et oui, sur
On pourra, pour info, on pourra transmettre toutes les recommandations. Vas-y, Et Marine. plus des livres à conseiller, du coup. Et ce serait, il y a par exemple 46 des fosses sur les requins de Joanne Mourier, qui est un livre assez complet et qui permet justement, on le disait, d'en apprendre plus et de casser ces idées reçues. Donc, il y a pas mal de faits intéressants sur les requins, ça permet de changer l'idée qu'on a d'eux. J'ai aussi beaucoup aimé Au nom des requins de François Sarano, qui lui nous fait part de toutes ses expériences avec les requins et d'apprendre, en fait, on apprend beaucoup d'informations sur les requins. Il parle un peu aussi des raies, mais en fait, en nous plongeant vraiment dans son récit, en fait, on a l'impression de vivre les aventures et ça, c'est deux bons bouquins, si vous voulez vous pencher dessus, que moi, je recommande. Super, merci beaucoup. Eh bien, je vais passer la main à peut-être Laurence, Bertie et Loïse, si vous avez repéré des questions pour nos Oui. intervenantes. Alors, il y a eu pas mal de questions. Je suis pas sûre qu'on aura le temps de répondre à toutes. Il y a eu même pas mal d'échanges entre les participants, participantes, de où est-ce qu'ils avaient vu les requins. Et du coup, un peu partout, en Polynésie, Égypte, Djibouti, La Réunion, Madagascar, Mayotte, Philippines, Mexique, Bahamas. Voilà, un gros panorama. Je vais commencer par une question qui, je pense, fait pas mal le lien avec ce que Anne-Sophie a dit un peu vers la fin sur toute la question justement des élections européennes qui arrivent dans pas longtemps, l'importance du plaidoyer, donc des mouvements qui font bouger les lignes peu à peu. Et du coup, il y avait une question de Anne Feyrol qui demandait du coup comment faire pour revoir la pêche industrielle, sachant que les lobbies sont très puissants. Donc, je pense qu'il est quand même pas mal en lien avec ce que tu disais, Anne-Sophie. Oui, oui. Ouais, nous on a vu, hein, les lobbies sont extrêmement présents tout le temps, qui même divulguent qui manipulent les informations et mentent, hein, clairement. Nous on a fait une audience publique où le représentant du lobby de la pêche disait que le requin était bon pour la santé. Donc ouais, on se retrouve face à des personnes, donc c'est compliqué. Et c'est pour ça que du coup, on fait le lien. Faut voter pour élire les députés européens. Parce que du coup, notamment, donc au Parlement, en plus, il y a différentes commissions. Des commissions environnement, pêche, etc. Et du coup, notamment la commission pêche, ouais, qui est beaucoup qui est beaucoup dominé par les Espagnols, les Portugais, qui sont forcément pro pêche industrielle et notamment pêche au requin. Donc ouais, c'est pas facile. Par contre, du coup, hyper important de voter et on voit, du coup, je fais le lien avec les actions. Hein. Encore une fois, nous, on a vu que les actions citoyennes mettent la pression et montrer que le grand public est là et vu que ça change quand même les choses. On a vu que ça mettait une grosse pression, que ça marchait, parce que même nous, à l'intérieur, la commission on a eu un retour, une question qui disait mais du coup, là, ça va, vous êtes content de la réponse, parce que qu'est-ce que vous allez dire sur les réseaux sociaux? Donc, on voit qu'il y a quand même un shit qui se passe et qu'ils font attention à ce qui est dit sur les réseaux. Et donc, en fait, il y a plein d'exemples pas forcément liés aux requins, mais on voit que les actions citoyennes, l'activisme fonctionne en fait. Ouais. Donc, c'est ça donc, évidemment, il y a la politique, il faut élire les personnes, donc hyper important d'aller voter en 2024. Mais aussi, pas oublier que ouais, en fait, l'activisme marche et qu'en faisant des actions collectives, on peut réussir à inverser la tendance aussi. Ouais. Une question assez nerf de la guerre. Oui. Après, il y avait eu une question intéressante au tout début on parlait du coup de tout l'imaginaire du requin qui est véhiculé de manière très négative. Et du coup, Patricia Février demandait dans ce cas si beaucoup d'interactions sont positives. C'est aussi un rebond à toi, Anne-Sophie, qui disait qu'il y avait énormément d'interactions positives, mais on n'en parlait pas. Mais du coup, quelles sont les raisons des accidents, interactions négatives? Il y a, il y a déjà. En fait, il y a des règles à respecter. Le requin, c'est un prédateur. Donc, typiquement, en plus, j'ai plein d'exemples en tête.
Typiquement, on va éviter les zones où, par exemple, de port où il y a du rejet de poissons, où la visibilité est mauvaise. On va éviter les moments où, typiquement, quand il a plu, l'eau, voilà, elle est beaucoup plus trouble. On va éviter les zones tôt le matin ou le soir, parce que on sait que c'est là où les requins sont plus actifs. En fait, il y a énormément de comportements faut être très conscient, en fait. Et au courant, ne jamais aussi, si on sait qu'il y a des requins, typiquement, on ne va pas aller nager seul, toujours avoir quelqu'un voilà, pour être capable de garder le requin en visuel si on a une interaction aussi, et ne pas réagir comme une proie aussi, parce que forcément, si on voit un requin et qu'on s'y attend pas, et ben, on peut être surpris, paniqué, faire des gestes qui vont nous faire ressembler à une proie, et dans ce cas-là, évidemment, bah, c'est l'instinct de prédateur, hein. Malheureusement, il peut y avoir une morsure, et une morsure d'un requin, c'est pas une morsure d'un chien. Donc forcément, il y a des morsures qui sont mal placées malheureusement, et ce qui fait que ça vient à, une- à un décès. Mais donc voilà, donc c'est un peu un mélange de différents facteurs, mais c'est hyper important d'être conscient d'où on est, et c'est pour ça que plonger avec des requins, ça aussi, ça développe ça aussi. Je fais le lien, moi, beaucoup avec conscience de soi, une maîtrise de nos émotions, pour vraiment faire attention à ça, et puis respecter l'animal, et pour que ça se passe bien, en fait. Donc, il y a différents gestes, choses à respecter pour que les interactions se passent de la meilleure manière possible. Et quand ça se passe bien, bah, c'est juste inoubliable. Une autre question de Alexandre Lorion qui était sur, on a parlé, Marine aussi a touché pas mal sur la question des requins qui sont en voie de disparition, du fait de plusieurs facteurs. Mais du coup, il se demande pourquoi certaines sont en voie de disparition et d'autres pas. Est-ce qu'il y aurait, ça c'est lié à une question de consommation? Est-ce qu'il y a certaines espèces où on dirait qu'elles seraient des espèces prestigieuses plus que d'autres et du coup, elles sont plus en voie de disparition que d'autres? Comment ça se passe? Je pense qu'il y a des espèces qui sont plus vulnérables que d'autres, dans le sens où l'exemple parfait en Méditerranée française, c'est l'ange de mer, par exemple. C'est un requin de fond, et comme on l'a dit, ben, la pêche, elle a étendu ses pratiques jusqu'à aller racler les fonds et enlever tout ce qu'il y a sur le fond sableux. Et typiquement, ben, l'ange de mer, c'est un requin qui est plat, qui est posé au fond, et ça fait partie ben, des proies ultra faciles. Ça va être ramassé d'un coup. On a aussi le cas ben, du requin peau bleue, qui est un opportuniste, qui est assez curieux, qui va se nourrir de manière facile, en fait. Et pareil, ça, c'est une proie facile. Ça se retrouve, nous, on le voit sur nos sorties sur les peaux bleues. Ils sont là, ils sont en dessous des appâts, quoi. Comment dire, ils sont pêchables facilement. Donc ça, oui, ça va être des faits qui vont augmenter, en fait, la probabilité qui se fasse pêcher. Puis, comme l'a dit Anne-Sophie, ben, il y a des espèces qui, avec ben, le finning, en fait, tout simplement, il y a des requins particuliers où ils pêchent extrait l'aileron, et c'est pas toutes les espèces, et ça va être ces espèces-là qui vont être le plus en déclin, quoi. Ouais, donc ça dépend du contexte et des facteurs et comment ça s'articule entre soi. Une question pour vous deux, du coup, de Jessie. Que vous aviez parlé du marquage de requins peau bleue. Donc là, c'est un peu plus technique peut-être. Agissez-vous aux côtés de l'OFB au sein du Parc national du Golfe du Lion lors des CMR, ou vous agissez à votre échelle au sein du Parc national? Alors, les requins peau bleue, pour le coup, on ne les marque pas. On en fait juste un prélèvement ADN. Donc, on récupère un petit morceau, 1 cm² sur la dorsale. Ça nous permet d'avoir un prélèvement ADN et d'enrichir en fait, ben, une base de données pour juger de l'état des lieux de la génétique des populations peau bleue en Méditerranée française, et notamment ben, dans le golfe du Lion. Donc, ce n'est pas eux qu'on va marquer principalement. Et là, c'est en collaboration, si je ne me trompe pas, avec le CRIOB. Okay. Bon. Héloïse, je pense qu'on a le temps pour une dernière question, s'il y en a une. Oui. Alors, il y en avait une au tout début qui était très technique aussi. Est-ce que les requins sont des espèces parapluies, sentinelles ou les deux? Une question piège. C'est une question piège. Dans le sens, les espèces parapluies, c'est-à-dire que c'est une espèce qu'on va protéger pour couvrir tout un tas d'autres espèces, si je ne me trompe pas. Et pour le coup, c'est le cas. Si on met en place des mesures de protection sur cet individu qui couvre une zone assez large, puisque le requin, bah, il évolue voilà, dans la mer, mais on ne va pas dire une zone assez restreinte.
logiquement, ça va permettre de protéger tout un tas d'autres espèces qui sont aux alentours, en fait, hein, toutes les espèces qui sont présentes dans le milieu. Donc, si j'ai bien la bonne définition d'espèces parapluie, je pense, oui. Je sais pas, Anne-Sophie, tu peux rajouter. Oui, ouais, je suis d'accord. Et sinon, il y avait Génial. une question, comment comment on fait pour être actrice, acteur à vos côtés? Je pense que vous avez déjà donné pas mal d'indices sur ça. Si vous voulez compléter ou mettre en avant, en lumière quelque chose, je vous laisse finir sur cette note. Madera Aileron? Pour préciser aussi une question par rapport au collège. Si un jeune qui a écouté ce webinaire veut en parler voilà, auprès de ses camarades dans son collège, quel est le process en fait? Quelle association peut intervenir en collège? Comment ça peut se monter une intervention dans un collège, par exemple en Bretagne? Alors, en Bretagne, nous, ça va être compliqué d'agir, sauf que, enfin, si, techniquement, si, on peut faire on agit en visio également, mais nous, le process pour une intervention scolaire, ça va être une prise de contact ou sur des gens qu'on rencontre en personne lors d'événements, ou via notre site internet Asso Aileron. Une prise de contact, en général, ça nous est transféré directement. On prend contact avec la personne, on voit les attentes qu'il y a, et puis on met tout ça en place. Nous, on prépare de notre côté un support pédagogique adapté, on voit ce qui peut être, les sujets en fait qui veulent être discutés, si on a carte blanche, s'il y a des sujets précis, et puis voilà, c'est parti, on agit sur place directement si c'est dans la région Montpellier-Rennes, et sinon en visio dans toute la France. Et pareil, du coup, je pense que de toute façon, tu mettras les adresses email s'il y a besoin de contact à la fin. Mais ouais, c'est vrai que je suis plus du côté Bretagne. Mais oui, il suffit d'envoyer un email, même pour autre intervention, hein, scolaire ou pas scolaire. Et puis on voit ce qui est possible de faire avec grand plaisir. Génial. Eh ben, merci beaucoup. Merci à ceux qui ont posé des questions. Et merci à Marine et Anne-Sophie pour d'avoir pris ce temps avec nous. Je pense qu'on peut retenir qu'il y a 1000 manières d'agir et de se questionner sur les regards qu'on porte sur le vivant et on a tous, toutes et tous un rôle à jouer pour le préserver. Et que si vous ne savez pas comment agir, il y a des personnes avec qui vous pouvez demander. Et je vais passer rapidement la parole à Bertie pour conclure cette Et je conférence. peux juste rajouter une petite chose, Marie-Amélie, sur du coup, pour continuer à maintenir la pression sur les représentants de l'Union européenne pour faire interdire le commerce d'ailerons, il y a toujours il y a une pétition en ligne. Et peut-être qu'après, je ne sais pas si tu t'enverras un mail avec des liens, mais on pourra vous envoyer un mail avec pas mal de ressources. Mais effectivement, je pense que le point sur toutes les petites actions, notamment que Marine t'a soulevé tout à l'heure, la moindre action compte. Donc voilà, si vous n'avez pas le moyen de faire plus, ça c'est déjà très bien. Et effectivement, votez aux élections européennes si vous pouvez aussi. Et à toi, Bertie. Ouais, merci à toutes. Vraiment, c'était un plaisir de vous écouter. Je suis ravie de ce premier épisode du webinaire. Donc, pour information, on a enregistré le webinaire, comme on l'a dit au début. Du coup, le replay sera disponible sur YouTube et on le partagera sur nos réseaux sociaux. Du coup, on compte sur vous tous et toutes qui êtes présentes ce soir pour partager ça à vos familles, amis, collègues, etc. si vous avez trouvé ça intéressant, pour du coup étendre encore plus toutes ces actions que nous ont proposées les filles. Il y aura d'autres webinaires organisés par Women for Sea, donc restez aussi connectés pour être tenus au courant des prochains sujets et des prochaines speakers qu'on va avoir. Je voulais remercier à nouveau du coup Anne-Sophie et Marine évidemment pour votre présence, pour avoir partagé vos connaissances et vos pistes d'action pour les requins. Et je voulais remercier Marie-Amélie, Laurence, Maude, Soraya, Héloïse et Charlotte qui nous ont aidés grandement à prévoir ce webinaire, à la fois dans sa structure, dans sa mise en place, dans son contenu. Donc merci à elle, merci à Louise Océane aussi, qui est chez Women for Sea et qui est peu présente ce soir, mais qui voilà, a énormément travaillé sur ce sujet. Je vous remets ici sur cette slide, mais vous l'aurez de toute façon dans un petit mail récap, nos différents contacts.
Et si vous ne l'avez pas encore compris, les médias ont une vraie importance. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux, partagez nos différents contenus, parlez-en, adhérez à nos associations et ça nous aide grandement. Il ne faut pas du tout sous-estimer ce rôle-là que vous pouvez jouer tous ici. Donc, merci tout le monde. Et si c'est bon pour vous toutes, si vous avez envie de rajouter quelque chose, mais sinon, je vous dis bonsoir. Ouais, bonne soirée à toutes et à tous. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Soirée. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci, bonsoir.